Bonjour, alors nous voilà maintenant arrivés au cinquième chapitre. Un cinquième chapitre dont la mise en ligne a été un petit peu différée. Nous l'avions prévu au départ pour début septembre. Bon voilà, ça sera pour le début novembre finalement, 2 mois plus tard, pour des raisons techniques et d'organisation. Voilà, je ne pense pas que ce soit très grave parce qu'il y a déjà beaucoup à faire sur ce site et beaucoup à regarder. Mais enfin, ce cinquième chapitre était une chose prévue déjà de longue date et je suis content aujourd'hui de le voir enfin naître en quelque sorte en réalité. Ce cinquième chapitre sera constitué d'une douzaine d'unités, un petit peu comme les chapitres 1, 2, 3 et 4, mais c'est ça, qui sont eux-mêmes composés de 12 unités. Bon, à vrai dire, ces 12 unités, je n'y tiens pas plus que ça de me contenter, de me limiter à un format aussi précis et aussi réglé d'avance. Donc, a priori, ce sera 12 unités, mais je pense que ça débordera largement. 12 unités qui seront mises en ligne une fois par mois. À vrai dire, je pense que la mise en ligne se fera tous les 15 jours, c'est-à-dire que chaque unité sera divisée en 2 parties. Une première partie, puis une deuxième partie, donc mise en ligne tous les 15 jours. Ce cinquième chapitre est consacré à une approche. Je dis bien une. C'est-à-dire que c'est un point de vue un peu subjectif, c'est vrai, ce sont des choix que je fais, qui sont arbitraires, qui sont un peu des choix que moi-même je n'avais pas prévus d'ailleurs, concernant les œuvres. Donc c'est un chapitre dont l'ambition est, j'insiste là-dessus, c'est une ambition extrêmement modeste. C'est une simple première petite approche. J'ai dit première et petite. Voilà, ça n'est pas une étude exhaustive des styles, de tout ce qui est représentatif du style d'un compositeur. Ces vidéos seront donc, comme je disais, en 2 parties essentielles. Une première partie de présentation du compositeur. La première partie sera elle-même divisée en 1 et 2. Tout d'abord, une vidéo qui sera assez brève, d'une bonne demi-heure, enfin qui tournera autour d'une demi-heure, consacrée aux éléments biographiques, à la présentation du compositeur, de son contexte historique, etc. Et une deuxième partie, également d'une demi-heure, consacrée à la présentation de son œuvre. Étant moi-même un peu frustré par le format, pas étroit, mais un petit peu quand même de ces 2 premières vidéos, j'aurai l'occasion de mettre en ligne des vidéos complémentaires hors chapitre, qui aborderont des sujets qui ont été évoqués brièvement dans ces 2 présentations. Donc, première partie, présentation en 2 volets, et deuxième partie, qui paraîtra donc vraisemblablement dans les 15 jours qui suivront la première mise en ligne, des vidéos plus pratiques, plus techniques. Ce sont 2 volets aussi, l'analyse d'une œuvre, de l'extrait d'une œuvre, et dans un deuxième temps, le deuxième volet sera consacré à un travail d'écriture, un peu comme un exercice d'écriture, mais qui prendra en compte les éléments de style, d'écriture propres aux compositeurs qui ont été évoqués dans la vidéo d'analyse. Voilà. J'insiste beaucoup, j'y reviens sur l'aspect modeste de ce travail, c'est-à-dire que c'est simplement une manière d'entrevoir certains traits caractéristiques de l'écriture d'un compositeur. Ça n'a pas du tout la prétention d'être un travail exhaustif. Évidemment, je souhaiterais le compléter, je le compléterai, comme je l'ai dit, par des vidéos complémentaires. Voilà. Maintenant, de quel compositeur s'agit-il? D'abord, oui, avant de parler des compositeurs, j'évoque un aspect qui quand même a son importance. Je tiens à renouer, comme cela m'a été demandé d'ailleurs, et j'ai parfaitement compris cette demande, je pense qu'elle est tout à fait légitime et fondée. J'ai envie de renouer avec le Gradus ad Parnassum d'avant, si j'ose dire, indépendamment des travaux dirigés. Les travaux dirigés sont payants pour 2 euros, mais enfin bon, ils le sont quand même. Mais là, je souhaite renouer avec la publication, la mise en ligne libre, non payante. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, comme je l'ai dit, a un aspect subjectif, c'est un travail qui m'est personnel, je le présente, je suis heureux de le présenter, de le faire partager sans qu'il y ait la contrainte d'un paiement. Voilà. C'est tout à fait différent pour les travaux dirigés qui, à l'inverse de ce 5e chapitre que je présente comme subjectif,
Les travaux dirigés, eux, ont quelque chose d'objectif. Ce sont des cours précis, d'application, où je reviens, où je repasse en revue tel ou tel aspect technique, qu'est-ce qu'un accord, etc., tel ou tel type d'enchaînement. Donc voilà, ça c'est les travaux dirigés, c'est un esprit assez différent. Mais le 5e chapitre, c'est bien l'esprit de Gradus ad Parnassum tel qu'il était avant, donc mise en ligne et consultation tout à fait libre. Voilà, et ça me permettra aussi de continuer la relation que j'ai eue avec les internautes, une relation souvent très chaleureuse dans les commentaires qui sont nombreux et dans les mails, beaucoup de mails, comme je l'ai déjà dit. Je n'y reviens pas, mais enfin ça a compté pour moi, puisque c'est un encouragement vraiment important à poursuivre ce travail. Alors maintenant, en ce qui concerne les compositeurs, eh bien les compositeurs, donc j'en prévoyais 12, attention, ça fait déjà 1 an, parce que au rythme d'1 mois par compositeur, on atteindra 1 année. J'en prévois 12, certes, je pense, comme je l'ai dit, que je dépasserai les 12. Je vais me consacrer à la période du système tonal une fois de plus, c'est quand même le but de Gradus ad Parnassum, c'est-à-dire les siècles, les 17e, 18e et 19e siècles, cette grande période de l'histoire de la musique qui commence avec Monteverdi, donc le premier compositeur sera bien Monteverdi. Et le dernier, enfin, pas tout à fait, sera Wagner. Je dis toujours, de Monteverdi à Wagner. En fait, je présenterai un compositeur qui est mort bien après Wagner. Je vais dire dans 1 minute lequel. Alors, je passe en revue, donc, c'est un balayage, si j'ose dire, de l'histoire de la musique extrêmement rapide, donc Monteverdi. Ensuite, je pense ne pas oublier les Français parce que les compositeurs allemands vont beaucoup dominer et pour cause. Mais je vais quand même ne pas négliger au moins un Français, donc je pensais, et ça je vais le faire, donc c'est pas simplement une évocation comme ça, je vais le faire. Je pense à Couperin. Bon, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres compositeurs, je pensais à Couperin. J'ai pensé aussi à Lully, bon, je pense, nous verrons. Hein. Mais Couperin, c'est sûr, et après je passerai à Jean-Sébastien Bach, évidemment. Alors Jean-Sébastien Bach, son œuvre, nous l'avons déjà évoqué finalement au travers du choral et de l'écriture du choral, donc un des éléments du style de son écriture a fait l'objet du 3e chapitre finalement, parce que c'est le modèle, le choral à la manière de Jean-Sébastien Bach, donc il a déjà été traité, mais évidemment c'est une toute petite partie de son œuvre. Donc je présenterai d'autres aspects, donc ça me permettra aussi d'apporter des éléments sur la biographie, enfin sur sa vie, enfin sur le contexte dans lequel il a vécu, hein, qui est une chose très importante, puisque le luthéranisme notamment est le fondement de son œuvre, hein. Donc il est quand même important d'évoquer tous ces aspects, et puis je ferai donc une présentation de son œuvre, une présentation très générale, et c'est une œuvre d'une extrêmement vaste, comme on le sait, un très grand nombre de cantates, un très grand nombre d'œuvres d'orgue, de clavier, enfin que ce soit les suites, etc. Enfin bon, c'est une œuvre absolument immense, donc elle sera évoquée encore une fois brièvement. Après, je continue cette route parsemée de compositeurs. Donc nous passerons à la seconde moitié. Ah bon, j'allais oublier, je ne sais pas si je le ferai, Bach c'est sûr, il y a un compositeur, l'exact contemporain d'ailleurs de Bach, c'est Handel. Alors je ne sais pas encore, nous verrons Handel, il y aurait des gens comme Scarlatti par exemple, italien. Je verrai. Après, pour la seconde moitié du XVIIIe, nous verrons Haydn ou Mozart. Bon. Et je ferai, si j'ai choisi l'un plutôt que l'autre, je ferai de toute façon des vidéos complémentaires. Je continue, il y aura bien sûr Beethoven, et puis au XIXe siècle, les Schumann, Brahms, Wagner. Alors peut-être que j'aborderai Schumann, Brahms, Wagner, c'est sûr, peut-être que j'aborderai quelqu'un comme Berlioz, ça n'est pas sûr, et je finirai avec Gabriel Fauré. Donc voilà, je crois que j'oublie quelqu'un, oui, je pensais prendre un russe, j'ai un certain attachement à la musique russe, il ne faut quand même pas la négliger. L'Allemagne prend une part très importante dans l'histoire de la musique au XIXe siècle, et c'est tout à fait justifié que beaucoup de compositeurs allemands soient présents dans cette liste. Mais enfin, je pensais également prendre un russe, comme par exemple Tchaïkovski. Voilà, alors j'ai fait ce petit tour d'horizon, je pense ne rien avoir oublié. Je redis une chose, c'est que j'apporterai
Je donnerai des vidéos complémentaires pendant toute la publication de ce chapitre, des vidéos complémentaires. Bon, déjà, il y a la publication des travaux dirigés qui se poursuit, qui continue, comme on peut le voir. Ils sont même assez nombreux en quantité, hein. Donc il y a les travaux dirigés qui continueront, et il y aura des vidéos complémentaires. Donc celles que j'ai déjà évoquées, c'est des vidéos que je qualifierais de culturelles et non de techniques musicales proprement dit, des vidéos complémentaires, et puis des vidéos d'analyse aussi, c'est ça que je voulais dire, des vidéos d'analyse que je ferai en plus, qui ne rentreront pas dans le chapitre à proprement parler, des vidéos de complément, c'est-à-dire que je suis un petit peu frustré, par exemple, de m'être contenté, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que ça a déjà pris pas mal de temps. Je me suis consacré à un tout petit bout d'un madrigal, d'un des très nombreux madrigaux de Monteverdi. Alors évidemment, j'en avais prévu 4 au départ, et je me suis retrouvé avec moins de la moitié d'un seul. Voilà. J'avais prévu un madrigal du 6e livre, le Lamento d'Ariane. J'avais prévu un passage, un extrait de la Sestine, j'avais prévu d'autres choses, peu importe, finalement c'est impossible, ça prendrait des heures et des heures. Mais je le ferai ponctuellement comme ça, sans calendrier précis, je proposerai des analyses complémentaires. Voilà. Eh bien, voilà, je souhaite un bon travail à tous et un bon visionnage, comme on dit aujourd'hui, de ces vidéos. Je remercie tout le monde très chaleureusement de l'attention qui m'est portée et de l'enthousiasme que je lis dans les mails, enfin l'enthousiasme et l'intérêt avec les questions, etc., auxquels je continuerai à répondre. Voilà, je souhaite un très bon travail et donc à bientôt. Bonjour, et bien nous voilà arrivés au 5e chapitre désormais, et j'aborde aujourd'hui cette fameuse première unité. Je dis fameuse parce que je l'ai déjà plusieurs fois évoquée, et c'est vrai que moi-même j'y ai pas mal pensé. Et je l'ai évoqué aussi dans le tableau que je faisais du parcours de Gradus ad Parnassum, c'est-à-dire première étape avec Claudio Monteverdi. Je prononcerai beaucoup de mots à la française, de mots italiens à la française, quelques-uns à l'italienne. Nous verrons bien le mot Monteverdi, le nom de Monteverdi est très employé en français. C'est désormais presque un nom français. Enfin, je dis donc Monteverdi. Pourquoi j'aurais pu, j'ai réfléchi plusieurs fois, à plusieurs reprises, on aurait très bien pu concevoir une suite de compositeurs où Monteverdi aurait été absent. En effet, Monteverdi, d'une certaine manière, est un petit peu en dehors du vrai propos, du fond du propos que je tiens, qui concerne, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la musique tonale proprement dite. Non pas que Monteverdi ne soit pas un musicien de musique tonale, certes il l'est, mais c'est vrai qu'il en est un petit peu au tout début, et il a encore les pieds dans le XVIe siècle, et donc dans une période antérieure à ce que nous étudions quand nous étudions l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, Beethoven, etc., et Chopin. Donc je reviens à cette idée et à cette insistance que j'ai sur l'œuvre de Monteverdi. C'est une chose à laquelle je tiens pour une raison très simple, c'est que je l'ai aussi beaucoup signalé. J'ai un petit peu une forme d'horreur, enfin, le mot est peut-être un peu excessif, mais peut-être pas tant que ça, de cette conception de l'harmonie purement harmonique, c'est-à-dire d'une mélodie qui serait accompagnée par des accords, comme si la mélodie devait à tout prix être accompagnée. J'insiste là-dessus, la mélodie dans l'histoire de la musique, mais quand j'entends l'histoire de la musique, non pas l'histoire de la musique tonale, mais l'histoire de l'humanité, pourrait-on dire, la mélodie a existé sans l'ombre d'une harmonie pendant des siècles et des millénaires même. Donc le phénomène harmonie est un phénomène tout à fait récent, propre à la culture occidentale. Je reviens à mon premier propos, ce que je voulais dire, c'est que je tiens absolument à remettre cette idée de mélodie, non pas dans ce schéma un peu simpliste, mélodie et accords qui accompagnent, mais remettre la mélodie, la notion de mélodie, dans la fluidité polyphonique, la fluidité des multiples voix. Et on le voit chez Monteverdi. Donc Monteverdi est un compositeur qui à mes yeux est très important, je ne pense pas à mes yeux, d'ailleurs aux yeux de tous, puisqu'il a été vraiment un passage, on pourrait dire, je vais employer déjà ce terme, c'est un petit peu une porte, comme toute porte, elle donne sur le futur et sur le passé, elle est à cheval. Monteverdi est un compositeur, un musicien
à cheval entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle, c'est-à-dire deux périodes de la culture européenne extrêmement importantes. La première période, celle qui concerne le XVIe siècle, et en ce qui concerne l'Italie aussi le XVe, voire même avant, la période qu'on appelle la Renaissance. Donc Monteverdi est en quelque sorte un musicien aussi de la Renaissance, il appartient à la Renaissance, mais c'est lui qui a fait le passage vers autre chose, vers la musique qu'on appellera, qu'on peut appeler moderne au sens de l'histoire moderne, c'est-à-dire celle de la fin du XVIe et du début du XVIIe pour la musique, le début de la musique tonale, c'est ça que j'entends par moderne. Je redis donc ce que je veux dire de manière extrêmement précise. Monteverdi est en quelque sorte une porte entre deux époques, l'époque précédente, la Renaissance et donc la polyphonie. En matière de musique, la Renaissance est caractérisée par la polyphonie. Un des maîtres que je cite beaucoup, je le recite aujourd'hui, c'est un exemple sur lequel il faudra revenir, qu'il faudra réévoquer à de nombreuses reprises. Un des maîtres de la Renaissance et de la polyphonie du XVIe siècle est Palestrina. Palestrina. Il y en a beaucoup d'autres, et les maîtres ont été très nombreux, mais je prends celui-ci qui me paraît particulièrement emblématique. Eh bien, Monteverdi est un compositeur qui appartient pleinement à cette période. Il l'a écrit dans le style de Palestrina, enfin c'était le style de Monteverdi lui-même, et c'était la technique d'écriture. Donc cette période Renaissance, et il a ouvert d'une certaine manière, bien sûr il n'a pas été le seul à le faire puisqu'il a été porté par tout un mouvement de pensée générale à la fois dans le domaine strictement musical mais dans le domaine plus généralement culturel, mais il a amené une nouvelle manière d'écrire la musique. Cette nouvelle manière, j'y reviendrai un petit peu plus tard, il l'a appelée lui-même la seconde pratique, autrement dit, pour revenir à mon image de porte, la première période est la première pratique, qu'on appelait donc lui-même appelait en italien prima pratica, la première pratique, c'est-à-dire celle de Palestrina, pour nous résumer, c'est-à-dire cette écriture polyphonique, ce flux polyphonique continuel qu'on voit dans la musique de Palestrina, et au contraire la seconda pratica, c'est-à-dire la deuxième pratique, une nouvelle manière d'écrire la musique, qui est axé, enfin dont le principe essentiel est l'intelligibilité, j'y tiens particulièrement, j'y reviendrai beaucoup, c'est l'élément essentiel, je redis, de cette seconde pratique, c'est l'intelligibilité du texte, c'est-à-dire que dans la musique polyphonique du XVIe siècle, loin de moi l'idée de la mettre au second plan, elle a une valeur absolument inestimable. Palestrina a écrit des très grands chefs-d'œuvre, loin de moi de dire que c'était le passé, etc., et qu'après c'était mieux, c'est autre chose, c'est une nouvelle pratique, mais Palestrina se caractérise par un flux continu polyphonique où finalement le texte n'est pas toujours si reconnaissable, à ceci près que l'œuvre de Palestrina est une œuvre religieuse et que de toute façon à l'époque les textes étaient connus, il s'agit des textes de la messe, des vêpres, etc. Donc le texte latin était particulièrement bien connu. Mais il n'est pas mis en avant. Ce qui est en avant dans la musique de Palestrina, c'est la musique elle-même. Ce qui sera mis en avant dans la deuxième pratique de Monteverdi, c'est non pas finalement la musique, c'est le texte d'abord. Autrement dit, la musique va épouser de très près la diction du poème. Voilà, donc je situe un peu Monteverdi, je voulais établir sa situation dans l'histoire, entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Alors précisément ces dates sont 1567, donc il a connu les 30 ou 33 donc, dernières années du XVIe siècle, et il est mort en 1643, donc ce sont deux périodes à peu près équivalentes, enfin 33 ans et 43 ans. C'est un homme des deux époques. Enfin, sinon, c'est un homme, peut-on dire, allons, disons-le, du XVIIe siècle, puisqu'évidemment, au XVIe, il a eu aussi la période de l'enfance. Hein, donc, il avait 20 ans dans les années 80, fin des années 80, 1580. Il a écrit dès 15 ans ses premiers ouvrages. Voilà, donc la grande production, évidemment, est celle d'un homme du
XVIIe siècle. Alors revenons maintenant plus précisément dans cette première vidéo que je propose. C'est une simple petite présentation de quelques éléments biographiques, resituer Monteverdi dans son époque et surtout dans les lieux dans lesquels il a habité. Ces lieux sont d'une importance capitale, on peut le dire pour tout artiste. J'ai plaisir à citer cette phrase toute simple de Goethe qui disait « Celui qui veut connaître le poète doit aller en son pays ». Je pense que c'est très très juste évidemment, et que aborder l'œuvre de Monteverdi indépendamment de toute connaissance minimum, d'une connaissance minimum de son contexte géographique et historique, et on peut même dire bon, culturel, littéraire, philosophique, et Dieu sait que ce contexte a été d'une richesse absolument inouïe. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout a été inventé en Italie, mais nous n'en sommes pas loin dans tous les domaines, que ce soit la peinture, que ce soit la poésie, que ce soit l'architecture, que ce soit les mathématiques, que ce soit la musique. L'Italie a produit à cette époque les plus grands modèles dont toute l'Europe s'est inspirée. Si on prend le domaine de la poésie, je pense, sans vouloir froisser qui que ce soit, que même la Pléiade française n'aurait jamais été ce qu'elle a été, c'est-à-dire les Ronsard du Bellay ou d'autres poèmes comme Louise Labbé par exemple, n'auraient jamais été ce qu'ils ont été sans la floraison poétique italienne et notamment celle de Pétrarque. Dans le domaine de la peinture, on en sait aussi quelque chose, dans le domaine de l'architecture, Dieu sait qu'on en sait quelque chose, etc. Et dans le domaine de la musique qui nous occupe. Alors, Monteverdi est né, donc je le redis, en 1567 à Crémone. Voilà une ville qui n'est pas, ça n'est pas rien, parce que Crémone, encore aujourd'hui, d'ailleurs il faut le savoir qu'encore aujourd'hui, bon je dis d'abord la première chose que je veux dire, Crémone a été la ville des luthiers. La plus grande école de lutherie européenne, celle qui a produit les très beaux instruments qui sont encore existants aujourd'hui, les fameux Stradivarius, les violons, viennent de Crémone. C'est l'école, enfin c'est la lutherie crémonaise, pourrait-on dire, avec les fameux Stradivarius, mais également Amati et Guarneri. Voilà trois noms qui sont illustres dans l'histoire de la facture des instruments, notamment des cordes, essentiellement des cordes. Donc Vivaldi est né dans cette ville, et cette ville produisait, comme je viens de le dire, je le rajoute, je ne sais pas si je viens de le dire, je le redis, c'est que la lutherie existe encore à Crémone aujourd'hui. La ville de Crémone produit encore, il y a même un institut, je crois, une école de lutherie qui forme des jeunes à la lutherie. Donc ça n'est pas rien, le fil n'a jamais été rompu, il a été réactivé au XXe siècle, c'est vrai. Bon, passons sur cet aspect. La ville de Crémone était aussi un centre de musique, d'écriture polyphonique très important. Et un des grands maîtres, le maître-chapelle de la cathédrale de Crémone, où Monteverdi a fait ses premières armes, où en tant que très jeune garçon, il a chanté dans les chœurs de la cathédrale de Crémone. Que chantait-il? Il chantait essentiellement les textes d'un certain Ingegneri, prononçons à la française, qui a été un grand polyphoniste et dont on peut trouver très facilement sur Internet les ouvrages aujourd'hui. Monteverdi a donc chanté ses œuvres parmi les autres enfants et les plus grands dans cette cathédrale de Crémone, et aussi il a étudié auprès du maître l'écriture musicale, et donc ça n'était pas une petite formation que d'être à la fin du XVIe siècle aux mains de Ingegneri, par exemple. Ça a été un très grand polyphoniste qui, certes, aujourd'hui est moins connu que quelqu'un comme Monteverdi, qui, par son importance, a pris toute la place, mais enfin, il est bon de rattacher, de le remettre dans ce contexte d'une très grande richesse musicale. Et justement, j'y reviens, ce qu'il chantait à la cathédrale de Crémone, c'était justement les polyphonies d'Ingegneri et d'autres compositeurs, comme par exemple Palestrina, c'est-à-dire ce qu'il appellera par la suite cette première pratique, c'est-à-dire cette polyphonie assez dense. Voilà. Eh bien, comme j'y ai fait un petit peu allusion, vers 15 ans, entre 15 ans et 20 ans, il a produit ses premières œuvres, qui sont des œuvres, on renotera après quelques titres précis. Bon, ce n'est pas d'une grande importance pour nous, puisque nous allons aller à l'essentiel de l'œuvre après, mais enfin, il a écrit pas mal de textes polyphoniques, justement, dans ce style-là, quand il avait 15 ans. Voilà. Et ensuite, il s'est trouvé, dans les années à l'extrême fin du siècle, et au début du XVIIe siècle, employé dans une ville qui est aussi, alors, plus encore que Crémone, qui est une ville
d'importance absolument incommensurable, je cherche mes mots, en Italie, c'était la ville de Mantoue, Mantova. Mantova avait un très grand prestige, et je fais maintenant ici une toute petite parenthèse, puisque c'était le but de cette présentation, et remettre Monteverdi dans son contexte, pour dire que, comme chacun sait plus ou moins, mais ça n'est pas forcément une chose extrêmement connue, c'est que l'Italie était faite de villes qui ont été, je ne fais pas un discours trop long, mais qui ont été les fameuses communes du Moyen-Âge, qu'on a appelées les communes. Les communes étaient des villes un petit peu comme des cités-États sur le modèle de la Grèce ancienne, mais qui étaient comme de petites républiques, pourrait-on dire. Il y avait des villes comme Florence, Mantoue, Padoue, etc. Elles sont très nombreuses, Crémone, elles sont vraiment nombreuses, Milan, voilà. Ça, c'était les communes, mais à la période suivante, c'est-à-dire la période de la Renaissance, ces communes se sont transformées en seigneuries. Alors le mot français prête à confusion. Le mot français seigneurie renvoie à une autre notion qui d'ailleurs est française, c'est tout à fait naturel. Il vaut mieux employer le mot italien qui donc est intraduisible sinon par seigneurie. C'était les fameuses signorie, c'est-à-dire des villes gouvernées par des princes qui étaient comtes ou ducs. Et dans l'imaginaire italien et dans l'imaginaire culturel italien, les noms des familles qui ont gouverné ces villes sont extrêmement importantes et elles sont aujourd'hui toujours très connues. Par exemple, on sait que, sans forcément rentrer dans les détails, que Milan, à la ville de Milan sont attachés les noms de Sforza et de Visconti, par exemple, qu'à la ville de Florence, bien sûr, les fameux Médicis, qui ont été si importants dans l'histoire de France. La ville de Mantoue, justement, était les Gonzagues. Et je citerai aussi un autre nom qui est très très important dans l'histoire de l'Italie, et qui a un rapport d'ailleurs avec Mantoue, c'est la famille Este, les Este. On dit généralement les Estensi quand on parle de l'ensemble des membres de cette famille qui ont gouverné Ferrare. Ferrare a été d'une importance culturelle absolument capitale. Mais revenons à Mantoue. Quand Monteverdi arrive à Mantoue, il arrive dans une ville qui est d'une richesse de production absolument phénoménale, tant dans le domaine, enfin ça c'était surtout Ferrare, dans le domaine littéraire, avec des gens comme le très très grand poète Boiardo par exemple, et surtout, plus important encore que Boiardo, Torquato Tasso, je le dis en italien, on pourrait dire en français Tasse, on dit le Tasse. Donc ça concerne Ferrare, mais il y a un lien, d'abord il y a un lien géographique, une proximité entre Ferrare et Mantoue. Revenons à Mantoue. Mantoue était dirigé par les Gonzague, a connu une période de gloire au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, avec un très grand personnage. Quand je mentionne ces choses-là, j'ai un peu une invitation pour ceux qui me regardent à aller se documenter, un peu à chercher. C'est un monde absolument extraordinaire. Ce personnage était un personnage féminin en la personne de Isabelle d'Este, qui a conclu un mariage avec un Gonzague. Et c'est un des principaux personnages, cette Isabelle d'Este, un des principaux personnages, la grande dame de l'Italie de la Renaissance, qui a eu une initiative et comment dirais-je, j'ai même un peu de mal à l'exprimer, tellement ce courant a été fort et puissant. À son initiative ont été favorisés les arts, la littérature, et elle-même y était impliquée. Par exemple, Isabelle d'Este a produit des milliers de lettres, sa correspondance est faite de milliers de lettres à toutes les intelligences de l'Europe de l'époque. Elle avait elle-même fait ce qui est assez connu à Mantoue, son fameux studiolo, c'est-à-dire ce petit studio, pourrait-on dire qu'il n'était pas si petit que ça, mais qui était dans l'esprit de la Renaissance consacré à ce qu'on appelle l'otium, otium latin, c'est-à-dire le loisir, mais pas au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'idée latine qui est prise à Cicéron et à tous ces gens du classicisme latin, qui est que on doit se consacrer à l'étude. Donc otium, c'est en fait l'étude, c'est le moment de la réflexion, mais détaché des contingences de la vie, du commerce. D'ailleurs, on oppose à otium le mot son contraire qui est le negotium, c'est-à-dire le négoce, c'est-à-dire l'implication dans la vie, la vie, la production, etc. Là, on se retirait.
Monteverdet, et Isabelle d'Este est un exemple de cette culture de l'otium qui est reprise aux anciens latins. Passons sur ce personnage qui n'est pas directement contemporain, il précède Monteverdi, mais le contemporain de Monteverdi sont les contes, enfin de Mantoue, donc notamment ce fameux Vincenzo Primo, Vincent Ier pourrait-on dire, qui va donc le prendre à sa cour. Et c'est à cette époque-là que Monteverdi va produire par exemple ses premiers opéras, ses livres de madrigaux, ses premiers livres de madrigaux. Donc c'est une période extrêmement riche et qui prend une assise sur toute une réflexion qui n'est pas la sienne seule, mais qui est celle de toute son époque et qui remonte à toute l'histoire du XVIe siècle et même du XVe siècle italien. Voilà pour ces quelques mots concernant Mantoue. Je pense, enfin je suis sûr, même en y réfléchissant, qu'il a quitté Mantoue en 1613, donc cette deuxième période a été une période absolument extrêmement importante dans la production Monteverdi. Après son enfance et sa jeunesse, sa prime jeunesse à Crémone, la grande période de Mantoue où verront le jour les opéras, comme le premier opéra de Monteverdi, qui est son fameux Orfeo, fable en musique, Favola in musica. Et puis en 1613, d'ailleurs, c'est vrai que ça n'allait pas si bien que ça, je pense, dans ses rapports avec Vincent Ier, qui d'ailleurs mourra, je ne sais pas, c'est en 12 ou 13 que Vincent Ier est mort, et déjà ça ne se passait pas si bien sur le plan matériel, c'est-à-dire que sa rétribution laissait à désirer, enfin, ça n'était pas très facile pour lui, la vie n'était pas très facile. Il avait à cette époque-là un grand crédit, c'est-à-dire qu'il était connu comme le grand compositeur déjà, le grand compositeur, mais enfin, il n'en voyait pas forcément les résultats toujours en matière de rétribution, donc c'était toujours un peu conflictuel avec son maître, Vincent Ier, et ça a été pire avec le fils qui a remplacé Vincent Ier, qui lui s'est carrément débarrassé de Monteverdi, et Monteverdi, dans un premier temps, je passe dans les détails, est retourné presque penaud, si je veux dire, à Crémone, la ville de son enfance, mais il briguait des postes. Il a même eu à l'époque, il a caressé le rêve d'entrer à la chapelle du pape à Rome, chose à laquelle il n'est jamais parvenu. Il avait envoyé d'ailleurs pas mal de textes musicaux, de messes et de vêpres et d'éléments magnificat, de psaumes, etc., un peu à la manière de Palestrina, au Vatican, qui finalement ne l'a jamais employé. Et il a eu cette chance absolument énorme, qui a été vraiment un bouleversement dans sa vie considérable, c'est d'être nommé maître de chapelle à un des endroits les plus prestigieux en matière de musique de l'Italie, c'est-à-dire Venise, et pas n'importe où à Venise, à Saint-Marc, à la basilique Saint-Marc de Venise. Alors il faut savoir que la basilique Saint-Marc de Venise, à l'époque, au début du XVIIe siècle, bénéficiait d'un immense prestige et d'une longue pratique de la musique qui était spécifiquement vénitienne. Alors entendons-nous bien, quand je dis spécifiquement vénitienne, c'était encore la polyphonie quand même, qui était écrite sur le modèle de Palestrina, mais les maîtres vénitiens, les principaux maîtres vénitiens les plus connus sont les frères, ce ne sont pas des frères, c'est l'oncle et le neveu d'ailleurs, les Gabrielli. Les deux Gabrielli sont emblématiques de la musique à Venise avant Monteverdi, donc à l'extrême fin du XVIe siècle, au début, jusqu'à cette période. La caractéristique de cette musique, c'est que les Gabrielli, à la suite, il faut le dire, je le dis, il ne faut surtout pas que j'oublie de le dire, de le mentionner, c'est que les grands maîtres de Venise à la basilique Saint-Marc étaient bien sûr ces Italiens, les fameux Gabrielli, mais ils ont été précédés par des maîtres flamands. C'est très important. La polyphonie flamande était d'une importance capitale en Europe. On parle, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, de la période de la polyphonie franco-flamande. Et ici, il s'agit particulièrement de la polyphonie flamande de gens comme, par exemple, les Willaert, ou des gens comme Cyprien de Rohr, ou même des Français comme Arkadelt, par exemple. Voilà. Donc, mais les grands maîtres de Venise qui ont précédé Vivaldi, j'allais dire, c'est un lapsus, qui ont précédé Monteverdi, ont été les fameux Gabrielli. Une des caractéristiques de l'écriture des Gabrielli, c'est l'exploitation, la mise en valeur de cet immense espace, un espace bien particulier qu'est la basilique Saint-Marc, c'est-à-dire les chœurs, les multiples chœurs, c'est-à-dire le chœur, ce qu'on appelle en italien
cori spezzati, c'est-à-dire, comment peut-on traduire, les cœurs divisés. C'est-à-dire qu'on a coutume d'écrire dans toutes les œuvres, chez Palestrina, etc., pour un chœur, même si le chœur va jusqu'à 5 voix, 6 voix, 7 voix, 8 voix, dans le cas de certaines polyphonies extrêmement complexes. Mais là, c'était non pas simplement une polyphonie, mais deux polyphonies, c'est-à-dire qu'à différents endroits de la basilique étaient placés des chœurs qui chantaient en même temps ou en alternance, ce qui est une caractéristique tout à fait propre à la musique vénitienne, à la musique de Saint-Marc. Premièrement, et deuxièmement, il y a des choses quand même qu'il faut signaler et qui ont sans doute influencé beaucoup les musiciens, parce qu'il ne faut jamais oublier, je le redis volontiers, c'est que la musique est une expérience vivante, c'est-à-dire qu'on peut faire comme je le fais très volontiers bien sûr, on peut faire des cours d'écriture musicale où on est sur un tableau comme je le fais, et c'est très bien parce qu'il y a 1000 choses à expliquer sur les accords, sur la polyphonie, c'est tout ce que je fais, mais il faut aussi savoir que pour le musicien qui a écrit, c'était aussi l'expérience vivante, c'est-à-dire qui va chanter, qui est là, qui est absent, qui est malade, c'est-à-dire toutes ces choses extrêmement qui font partie de la vie. Et il y a un élément qui est très important, c'est l'endroit, et moi-même je me permets de dire que j'en ai moi-même fait l'expérience, c'est-à-dire que selon où on ne joue peut-être pas tout à fait de la même manière. Quand on est dans un petit endroit qui ne sonne pas, qui a une petite acoustique un peu pauvre et un peu sèche, eh bien on joue d'une certaine manière. Quand on est dans un endroit qui résonne énormément, on joue différemment. Et pour un compositeur aussi, on n'écrit pas de la même manière pour un endroit qui résonne énormément que pour un endroit confiné. Or, la basilique de Saint-Marc était caractérisée non seulement par son grand espace, mais par un élément auquel les musiciens ont toujours été très sensibles, c'est que la basilique de Saint-Marc, et j'invite tout le monde à regarder sur Internet, puisque désormais Internet permet d'aller très vite voir des choses, les choses les plus, oui, qui demandaient avant un voyage ou regarder des livres, mais enfin, là on voit de très belles choses, y compris des vidéos. La basilique de Saint-Marc était d'une décoration d'inspiration, et pas seulement d'inspiration, mais directement byzantine. C'est-à-dire qu'elle était, et elle est toujours, ça n'a pas changé, recouverte de mosaïques. Or, la mosaïque, comme tout le monde le sait, est quelque chose qui est une surface un peu dure. Ça n'est pas comme une pierre un peu poreuse, qui, au niveau de l'acoustique, est très différente. Un immense espace recouvert de mosaïques donne un côté brillant, un peu particulier à l'acoustique. Et bien Monteverdi a vécu donc 30 ans, ce qui est quand même considérable, c'est déjà une carrière entière, de 1613 jusqu'à sa mort en 1643, à Venise. Et donc il a travaillé dans les meilleures conditions, cette fois-ci, alors qu'à Mantoue ça n'était pas toujours très facile, cette fois-ci dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec beaucoup de musiciens autour de lui, un grand crédit qui fait qu'on lui faisait confiance, c'était un grand maître, donc il avait des musiciens. Je ferai volontiers une petite allusion très rapide aussi à la richesse instrumentale. Alors c'est vrai qu'on peut dire que la musique de Monteverdi, pour celui qui va l'étudier dans ce que nous ferons par la suite, dans le caractère intime de l'écriture, ce n'est pas l'aspect instrumental qui compte le plus, c'est l'aspect vocal. Néanmoins, à Venise, il a pu, si j'ose dire, revêtir cette musique d'une belle brillance, pourrait-on dire, instrumentale, avec un instrumentarium, avec une variété d'instruments qui sont très loin des instruments du XVIIIe, XIXe siècle, qui étaient dans les vents, tous ces cuivres extrêmement beaux, les cornets à bouquin, peut-être que j'en ferai un petit tableau par la suite, et puis les cordes qui sont absolument magnifiques. Je parle des cordes, des archets, bien sûr, il en connaissait quelque chose en tant qu'originaire de Crémone, mais aussi ce que moi j'admire particulièrement, ce sont toutes ces cordes pincées qu'il a beaucoup utilisées, comme par exemple les théorbes. Le théorbe, il faut regarder aussi, j'invite tout le monde à regarder les théorbes, qui sont des instruments absolument magnifiques, qui viennent un peu du luth, enfin, ce sont des instruments à cordes pincées, mais avec un manche extrêmement long, et je crois 11 cordes sur lesquelles on ne met pas les doigts, qui sont en dehors du manche. Ce sont des cordes à vide et qui sont des cordes graves. Donc c'est un peu comme si avec un théorbe, on a un immense instrument avec des notes graves comme sur un piano ou sur un orgue. Ces instruments sont très beaux, on les trouve notamment dans certains madrigaux. Voilà, mais il est vrai que l'intérêt principal qu'on peut avoir en tant qu'étudiant de l'écriture de Monteverdi, c'est l'écriture vocale, c'est vrai. Je reviens à ces conditions mirifiques auxquelles je faisais allusion, c'est-à-dire qu'il avait à sa disposition des instrumentistes parmi les meilleurs d'Europe,
dans le domaine des vents, dans le domaine des cordes à archet, dans le domaine des cordes pincées, même des percussions. Il avait des chanteurs évidemment tout à fait entraînés, puisqu'il y a eu toutes ces traditions pendant tout le XVIe et même avant à Venise, donc il y avait des chœurs extrêmement entraînés qui chantaient fort bien. Donc il avait ça a été des conditions qui ont permis d'écrire une œuvre, notamment à Venise, une œuvre religieuse extrêmement importante. Je le réévoquerai quand je ferai un tableau de son œuvre. Voilà, et bien c'est un petit peu tous ces aspects que je voulais évoquer dans une petite présentation qui est quand même encore assez brève, et j'aurai peut-être l'occasion d'ajouter par la suite quelques vidéos, je verrai un petit peu selon le temps dont je dispose, enfin les circonstances, qui compléteront ça. Par exemple, je peux me proposer par exemple de faire une vidéo, je le ferai ça parce que ça m'intéresse beaucoup, par exemple sur la littérature italienne, parce qu'elle a été très importante, elle a été centrale dans l'œuvre de Monteverdi, donc c'est-à-dire la poésie de type Pétrarque, du type de celle de Pétrarque. Pétrarque était un homme du XIVe siècle, donc d'une période déjà bien antérieure, mais sa poésie était extrêmement vivante. Il a mis la poésie de Pétrarque en musique, pas mal, beaucoup. Mais aussi la musique, la poésie épique de Torquato Tasso auquel je faisais allusion. Donc je ferai quelques vidéos de complément, mais voilà, j'ai voulu ici dresser un tableau un petit peu rapide, mais qui je pense est assez évocateur de ce très grand compositeur qui ouvre magistralement la grande période de la musique tonale. Voilà.